Ouverture du séminaire du gouvernement à la tête du fleuve. L'exécutif sera formé sur la culture de l'excellence et la gestion portée sur les résultats. État de siège au Nord Kivu, des redditions, des rebelles se poursuivent. Une centaine de miliciens APCLS se sont rendus au FRDC et ont été présentés ce jeudi à Massissi. Jean-Marie Kassamba a reçu encore un diplôme d'honneur pour ses loyaux services rendus à l'espace Grand Kassaï sur le plan médiatique. C'est le président de l'ASBL Grand Kassaï, Denis Kambaï, qui les lui a décernés. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. C'est le thème du séminaire de renforcement des capacités des membres du gouvernement Samalou Kondé, ouvert ce jeudi. Ce séminaire intervient 3 mois après l'investiture du gouvernement dit des Warriors. Pendant 3 jours, soit du 22 au 24 juillet, les membres du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation vont s'imprégner de la vision du président de la République et l'intérioriser en vue d'imprimer une dynamique de changement par la culture de l'excellence pour plus d'efficacité dans l'action. Il s'agit, comme l'a souligné le secrétaire général du gouvernement, de créer la cohésion nécessaire dans la réalisation des objectifs du programme d'action du gouvernement. Dans son discours d'ouverture et d'orientation, le président de la République a d'emblée rappelé le contexte ayant prévalu à l'investiture du gouvernement avec à la clé son discours prononcé le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Un consensus s'y était largement dégagé sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malveillantes qui hypothèquent tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant, a-t-il indiqué. Le président de la République a par ailleurs martelé sur la nécessité pour ce gouvernement, investi par une très large majorité des députés, de concrétiser sa vision à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de son investiture, dont l'urgence de pacifier les régions de l'Est et de faire reculer définitivement la pauvreté. Il a par ailleurs exhorté les membres du gouvernement à privilégier la solidarité gouvernementale et surtout à se soumettre aux directives ainsi qu'au leadership du Premier ministre et chef du gouvernement. Il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelque autorité morale que ce soit, ni pour vous conformer à la logique de vos partis, a souligné le chef de l'État. Pour le président Félix Tshisekedi, un seul leitmotiv est censé animer les membres du gouvernement, celui de faire tout ce qui est possible afin d'améliorer les conditions sociales de la population. En termes de gouvernance publique, il a soutenu que ce séminaire gouvernemental sera aussi l'opportunité d'affirmer l'importance de l'évaluation des actions prises pour s'assurer de leur mise en application effective et de leur impact potentiel sur les populations. Apprenant les nouvelles des FARDC, une centaine de combattants du groupe armé APCLS, Alliance des Patriotes pour le Congo libre et souverain, se sont rendus au FARDC avec 40 armes et 3 lances. Ils ont été présentés ce jeudi à Massissi Centre, à environ 80 km de la ville de Goma, au commandant des opérations Sokola 2 dans la province du Nord Kivu, le général de brigade Évariste Lumbu. Pacheko Kavundamba y était pour le compte de Télé 50. Il s'agit d'une importante branche du groupe armé APCLS de Janvier Karaïri, opérant en territoire de Massissi au Nord Kivu qui a fait reddition. Dirigé par le général autoproclamé Paul Maïché, ce dernier s'est rendu au FRDC avec 101 combattants et 40 armes. Ces combattants disent avoir déposé les armes pour aussi contribuer à la paix. Sisi wote tunakubali kurudisha amani ndani ya nchi yetu. Kwa hivyo tumekuja tunachunga guvernema ya nchi, tupangie tusaidiane kufanya kazi pamoja na wengine. Ces combattants rendus ont été présentés par l'administrateur militaire du territoire de Massissi au commandant des opérations Sokola 2, le général de brigade Évariste Lumbu. Dans son adresse, il a remercié ses combattants pour avoir accepté de déposer les armes, un geste très significatif pour l'armée congolaise à cette période de l'état de siège. Chaque jour qui passe, nous ne cessons de mener des opérations de grande envergure, mais aussi de faire une pression
très soutenue sur les groupes armés de manière à ce que, dans un bref délai, que notre zone de responsabilité soit pacifiée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus avec vous, n'est-ce pas, assister à la reddition de l'APCLS de janvier Karaïre. Vous venez de voir qu'il y a une soixantaine d'hommes qui viennent de se rendre avec autant d'armes que nous venons de vous présenter. Ces combattants APCLS opéraient dans les villages Mafouyi, Kihuma et Shoa en territoire de Massissi. Ils ont été directement conduits en ville de Goma en attendant d'être cantonnés dans un centre qui reste à déterminer par la 34e région militaire. Rentrons à Kinshasa, Claudel Loubaya vient d'adresser une question orale au ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, pour éclairer la lanterne des élus nationaux sur l'évolution du projet Tshilé-Gelou, lancé le 17 mars dernier par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la construction de 101 km dans le Kasaï et 39 dans la ville de Kinshasa. Les parlementaires membres du caucus de la Mongala ont été reçus par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Ils ont échangé sur la problématique du maintien de l'unité dans la province de la Mongala. Les députés nationaux, sénateurs, réunis au sein du caucus de parlementaires de la province de la Mongala ont été reçus en audience par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Cette audience intervient après les événements qui se sont déroulés dans la province de la Mongala. Au cours de cette audience avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, les échanges ont tourné autour du maintien de l'unité et la cohésion dans la province de la Mongala. Nous avons convenu de renforcer les stratégies en vue de faire des fils et des filles de la Mongala une union solide, que nous puissions constituer une union solide. Nous devons nous tenir la main dans la main, regarder dans la même direction, avec les mêmes stratégies pour le développement de cette province qui, aujourd'hui, est en train de croupir dans la misère, dans la pauvreté. Le vice-premier ministre a été très constructif. Nous sommes rendus compte que nous avons, ou mieux nous regardons dans la même direction. Nous sommes en train de regarder dans la même direction ensemble. Et je vous rassure qu'il a été très ému de cette première rencontre depuis qu'il est là. De députés et sénateurs, parce que nous sommes ici députés et sénateurs, il a été très ému de cette rencontre qui a été consacrée sur un échange sur le problème de la province. Et dans le but de garantir la cohésion et l'unité dans la province de la Mongala, le caucus de parlementaires de la Mongala ont envisagé la mise en place d'une structure représentative de tous les notables de la province de la Mongala pour endiguer toute velléité tendant à semer la division dans la province de la Mongala. Lutte contre les antivaleurs, le ministre de la Jeunesse a organisé un guide national. Détail dans ce reportage de Jean-David Kilolo. Dans l'objectif de s'octroyer un instrument pour la transformation des mentalités de la population en général et de la jeunesse congolaise en particulier, le ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, organise un pré-atelier d'élaboration du guide national. Ce guide permettra de faire des jeunes Congolais des patriotes et responsables. Une personne éduquée, formée et capable de prendre en main dans tous les domaines de la vie nationale les destinées du pays. Invité à prendre part à l'atelier, Patrick Katengo salue l'initiative et donne les raisons pour lesquelles le Forum national de la jeunesse s'inscrit dans la vision du chef de l'État et celle du ministre de la Jeunesse. Aujourd'hui, nous avions estimé opportun de participer à ces travaux de manière à doter notre pays d'un outil qui est pratiquement un guide national centré sur la citoyenneté. Et donc il est temps que actuellement que ces travaux se passent en toute sérénité de manière à
pousser nos compatriotes à aimer davantage leur pays, qui est la République démocratique du Congo, de tout faire pour bannir tout ce qui est anti-valeurs et pourquoi pas de les faire compétir au niveau international. Donc que notre pays soit un modèle qui répond à sa grandeur. Notre pays très valeureux, qui regorge beaucoup de potentialités. Ces assises de 2 jours devront permettre aux jeunes Congolais de lutter efficacement contre les antivaleurs. De son côté, le vice-ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements, Marc Ekila, s'est entretenu avec une délégation des députés provinciaux de l'Équateur. La situation préoccupante de la province, notamment celle liée à son désenclavement, était au menu de cette rencontre. La situation préoccupante de la province de l'Équateur, notamment celle liée à son désenclavement, était au cœur des échanges mercredi entre le vice-ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Marc Ekila, et une délégation des députés provinciaux de la dite province. Tout passe par l'unité des filles et fils de l'Équateur, a dit Marc Ekila à ses hôtes. Le chef de l'État a vraiment la volonté dans le domaine de développement. Moi, je suis dans les ministères des Transports. Si je rentre dans mon secteur des transports et je vois la volonté du gouvernement, du Premier ministre et du chef de l'État, en voyant les projets existants, je dirais les soucis du chef de l'État et les projets des blocs en bois à Lokolila, la modernisation ou réhabilitation de l'aéroport de Mbandaka. Satisfait des assurances reçues du vice-ministre, notamment avec le projet de la réhabilitation de l'aéroport de Mbandaka, le rapporteur de cette assemblée délibérante qui a porté la délégation a remercié le vice-ministre pour ses sages conseils. Chercher la paix, qu'a prôné le président de la République et la stabilité des institutions, nous étions venus voir les ministres et il nous a prodigué des conseils d'être ensemble pour le développement de la province de l'Équateur. Le décollage de la province de l'Équateur vers son développement intégral passe avant tout par l'unité de ses filles et fils. Et puis cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, le parc national de la Salonga porte le label du site du patrimoine mondial naturel. Décision prise ce jeudi au cours de la 4e session du comité du patrimoine mondial qui se tient en Chine. Confirmation faite par Cosmaoui Lungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui est également revenu sur le procès très attendu d'un des plus grands braconniers, le Mai Mai Jackson, arrêté depuis 1 mois et qui se retrouve actuellement à Kinshasa, la prison d'Indolo. C'est une reconnaissance mondiale pour les efforts fournis par la République démocratique du Congo dans la conservation de la nature et la protection de la biodiversité. Et toutes les aires protégées de la RDC ont fait que les efforts de la République a pu permettre que la RDC soit le seul pays africain qui a 5 aires protégées enregistrées ou reconnues comme biens du patrimoine mondial. Donc, parmi le bien naturel, il n'y a pas un autre pays en Afrique qui a 5 sites comme bien du patrimoine mondial. Pour la 4e session du comité du patrimoine mondial, la RDC, au travers l'ICCN, est reconnue comme meilleur gestionnaire des aires protégées, une décision soutenue par plusieurs pays membres. Pour les DG de l'ICCN, il y a lieu de revenir sur les derniers arrêtés signés par les anciens ministres de l'Environnement et des Finances qui interdisent le pays de posséder les espèces protégées. C'est la liste qu'on peut aussi appeler comme une liste rouge. Ça signifie ça a perdu la qualité, ça a perdu le marketing. Et il fallait travailler pour qu'on arrive à redorer le blason du label patrimoine mondial. Et dans l'attente d'un procès qui va dissuader les braconniers qui sont aussi à la base de la mort des éco-gardes dans les différents parcs, les cas ici du Mai Mai Jackson qui a tué à Butembo 19 éco-gardes et des éléments de la RDC. Et ce rapport est accompagné de l'état de conservation de pays en tant qu'État partie. Mais à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle un standing, un certain plafonnement. Quel est l'état de conservation souhaité par l'humanité tout entière?
c'est de voir que le parc... Rappelons que les efforts fournis par l'ICCN a permis à la République démocratique du Congo de quitter la liste noire des pays qui ne respectent pas l'environnement. Le sénateur Denis Kambaye a décerné ce jeudi un diplôme d'honneur à Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, pour ses loyaux services rendus à l'espace du Grand Kasaï depuis les règnes de l'ancien président de la République Joseph Kabila en matière de communication et de visibilité, ainsi que pour sa réélection à la tête de l'UNPC section de Kinshasa. Après plusieurs années de loyaux services rendus à la nation congolaise et à l'espace Grand Kasaï, le directeur général de l'espace 50 et président de l'INPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, vient d'être honoré cette fois-ci par la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï qui lui a décerné un diplôme d'honneur. Nous sommes dans les bureaux du président de l'INPC Kinshasa quand on annonce à Jean-Marie Kassamba l'arrivée d'une délégation de la CNAGK conduite par le président international, le sénateur Denis Kambaye. Président Grand Kasaï. En commandant suprême. Ouais. Sur place, ce sont des éloges en l'honneur du directeur général de l'espace 50 et président de l'INPC Kinshasa. Important pour nous au niveau du Grand Kasaï parce que même Jésus lui-même, il avait dit à les fêtes de toutes les nations, les disciples, mais en commençant par Jérusalem. Jean-Marie Kassamba a une famille biologique et c'est un grand responsable qui a innové. Le pourquoi on est là d'abord pour ces deux objectifs. D'abord, il a innové dans le monde des médias. Vous savez, pour des Quinois et des gens qui connaissent ici, nous avons connu deux aînés à nous aussi. Mais quand Jean-Marie est arrivé dans ce monde de communication, vous avez vu l'innovation. Actuellement, personne qui voudrait que sa communication puisse porter très loin ne puisse pas penser à Télé 50. Donc par rapport à cela, nous devons vraiment le féliciter et l'encourager et de continuer par rapport à cet exemple dans le monde des communications en ce qui concerne les médias privés et commerciaux, parce que ça, c'est un travail excellent. Vient le moment de lui remettre les diplômes d'honneur de la CNAGK accompagné de tant d'autres cadeaux d'honneur. Merci. Merci. Jean-Marie Kassamba s'est dit flatté par ce geste d'encouragement qu'il a accepté volontiers. Je suis à la fois un homme heureux d'être reconnu par le mien, reconnu par celui qui est à la tête de la synergie du Grand Kasaï, pour le travail que nous faisons. D'abord pour notre pays, mais aussi c'est pour le rayonnement du Kasaï. Denis Kambaye, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le symbole de ce que le Kasaï peut avoir comme leader qui non seulement travaille pour le rayonnement du Grand Kasaï, mais surtout pour la cohabitation pacifique entre toutes les ethnies, toutes les provinces de notre pays. Leur agenda étant chargé, juste après une photo de famille, Denis Kambaye a pris la direction du Grand Bandundu où il doit continuer sa mission de sensibilisation sur l'unité nationale et le vivre ensemble communautaire. Au Kasaï oriental, 7 candidatures sont retenues au poste de gouverneur pour les primaires à l'UDPS selon la fédération de cette formation politique de Mbujimayi qui a publié sa liste définitive le mercredi 21 juillet. Ces candidatures viennent de s'ajouter aux 2 autres retenues il y a quelques semaines par la fédération rurale de la province composée des territoires. 7 candidats, dont une femme, ont été retenus mardi 20 juillet au poste des gouverneurs des provinces par la commission chargée des réceptions et des traitements des candidatures instituée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, Fédération des Mbujimayi. Ces candidatures seront soumises aux élections primaires au sein de la Fédération de l'IDPS Mbujimayi pour obtenir une liste à présenter aux autorités nationales de ces partis politiques pour les derniers toilettages. Les candidats retenus par la commission chargée des réceptions et des traitements des candidatures sont notamment David Moukeba Kalengay, actuellement conseiller principal du chef de l'État aux infrastructures, Jean-Paul Mbweba Kapo, actuel président de la Fédération de l'IDPS Mbujimayi, Jean-Nico Mwambakamba, Edouard Mukendi Biayi, tous des secrétaires fédéraux chargés respectivement de la justice et de la planification à l'IDPS Mbujimayi, Patrick Mathias Kabeya, membre du parti à la fédération de l'IDPS Kinshasa, Serkas Kassanda et Nadine Mangabou, tous 2 députés nationaux.
Ces candidats vont s'ajouter aux deux autres publiés il y a quelques semaines sur la liste de l'IDPES, Fédération Rurale composée des territoires. Il s'agit de Joseph Kassunga Mokuta, ancien ministre de l'Agriculture du gouvernement Ilunkamba, et Eric Ngalola Ilunga, député national, les mieux élus de Lupatapata, avec 77% des suffrages exprimés. Depuis la fin de cette opération, des voix des membres de l'IDPES continuent à manifester leurs ambitions pour briguer les postes de gouverneurs des provinces vacants depuis la déchéance le 1er avril par l'Assemblée provinciale du gouverneur Jean-Maui Jamouteba. Mise au point de la Direction générale des recettes de Kinshasa sur le prétendu vol dans son siège, le directeur général de cette régie financière de la ville a démenti formellement la rumeur qui a circulé sur la toile faisant état du cambriolage. Profitant de 3 journées fiscales actuellement organisées par cette régie financière provinciale, Félicien Koulouta, son directeur général, a tenu à faire taire une fois pour toutes une rumeur qui dérange et choque les bonnes consciences. Il n'y a jamais eu disparition étrange de serveurs ou encore moins la somme de 35 millions de dollars américains. Fake news. Il n'y a pas eu vol à la DGRK. Ceux qui donnent ces informations, ce sont des gens qui sont mal intentionnés et qui ont leurs obscures raisons, peut-être compte tenu de certaines frustrations contre la DGRK et qui leur permettent de distiller du n'importe quoi. L'information, relayée par plusieurs médias et digne d'un scénario hollywoodien, n'a jamais eu lieu, d'autant plus qu'il n'y a pas de liquidité au siège de la DGRK. Occasion également de faire le tour aux visiteurs des locaux de la Direction générale des recettes de Kinshasa, bien entretenus. Un exercice annuel. Donc ça ne peut pas être logé ici. Quant aux 3 journées fiscales, axées sur l'automatisation de la taxe de consommation, l'impôt foncier et la vignette, la DGRK a recouru à l'expertise suisse pour maintenir son niveau, toujours très haut. L'ASBEL Génération Congo Nouveau a procédé à l'installation de son comité national de la jeunesse. Cette nouvelle équipe mise en place a pour but la redynamisation de cette structure en vue de la matérialisation de ses objectifs, notamment l'éradication des antivaleurs au sein de la société congolaise. C'est après un examen minutieux des dossiers de candidature des postulants qu'intervient cette redynamisation opérée au sein de la GCN. Ainsi, la méritocratie pourra se faire valoir afin d'éradiquer les antivaleurs qui avilissent la société congolaise. Les politiques véreux avaient ancré dans les cerveaux, dans les chefs, même dans la vie de manière générale des jeunes Congolais, certaines pratiques qui consistaient à les pousser à se comporter comme étant des sous-hommes, comme étant par moments des animaux. Alors nous avons l'obligation de lutter contre cela, conscientiser la jeunesse, lui permettre de maîtriser ses droits et devoirs. Car grâce à cela, si jamais les politiciens véreux se pointaient encore devant eux, ils pourront se défendre conformément à la loi. Déterminé à rétablir un équilibre social sur toute l'étendue de la République, le coordonnateur de Génération Congo Nouveau envisage installer des extensions dans toutes les provinces. Et comme vous savez, nous sommes une machine de transformation, nous sommes une machine qui travaille pour extirper de la société congolaise des antivaleurs. Et pour ça, il ne fallait pas utiliser des gens qui ne sont pas à même de pouvoir faire ce travail. Donc, par rapport à ça, nous avons mis du temps pour faire la sélection. Et voilà qu'aujourd'hui, on est parvenu à avoir l'équipe qu'il fallait. Pour rappel, Génération Congo Nouveau, qui venait de lancer une pétition contre la SNEL et la Régie des eaux, entend poursuivre dans ses élans pour un retour des droits et devoirs pour tout Congolais. La Fondation Blanchard Lumaliza a communié avec le croyant musulman de la commune de Kisangani en commémoration de l'acte de foi posé par Abraham qui devrait offrir son unique fils en sacrifice pour Allah. Célébration de prière qui s'est tenue au stade de jeunes communément appelé Coca-Cola dans la ville de Kisangani. Les musulmans du monde entier ont célébré mardi 20 juin dernier l'acte de foi posé par Abraham qui devrait offrir son unique fils en sacrifice pour Allah. C'est dans cette même logique que la Fondation Blanchard Lumaliza, à travers son président fondateur, a communié avec les croyants musulmans de la commune de Kisangani au stade de jeunes communément appelé Coca-Cola.
Dans son intervention à la fin de la prière, Blanchard Lumaliza, président de cette fondation portant son nom, a circonscrit l'objet de cette activité et aussi le choix du terrain de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes là, on est en train de fêter la fête de Idi Hadwa. C'est pour le musulman, donc c'est une histoire où Abraham, qui a eu son enfant à l'âge de 86 ans, Dieu l'a demandé cet enfant et il a accepté pour la grâce de l'Éternel. Donc pour nous dire que nous, les Islams, on est prêts à tout pour donner à Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de fêter ensemble avec nos amis et ensemble avec toute la communauté islamique. Nos grands-parents ont prié ici à 38 ans passés. Cet acte de générosité n'a pas laissé indifférent l'imam Abdou Chakourou, tout en soutenant cette activité, a remercié la fondation Blanchard Lumaliza et son président de l'action posée. Communauté islamique en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici à Kisangani, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous disons à M. Blanchard Lumaliza qu'on est avec lui donc pour tout et de tout. Parce que c'est ça qui est la grande chose. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa paradis à M. Lumaliza Blanchard. Il s'est de signaler que c'est pour la 1e fois que la Fondation Blanchard Lumaliza sponsorise les organisations de cette grande envergure. En dehors de nos frontières, les inondations continuent de ravager les habitations du monde. En Chine, ce sont près de 3 millions de personnes qui sont sinistrées et au moins 33 personnes qui ont perdu la vie. Ces averses qui ont détruit également des infrastructures importantes dans le centre de la Chine. Les pluies qui se sont abattues sur Zhengzhou mardi 20 juillet sont les plus fortes jamais mesurées. En 84 heures, la capitale de Yan'an a reçu 552 mm de précipitations, soit 86% de la moyenne annuelle, dont plus de 200 mm en 1 heure seulement. Dans la ville située au sud du tumultueux fleuve jaune, l'eau a envahi les rues, les maisons, les commerces. Le métro a été submergé, piégeant des centaines d'usagers, dont au moins 12 sont morts noyés. Mercredi, la pluie avait cessé de tomber et l'eau s'était écoulée dans la plupart des quartiers, laissant place à un paysage urbain dévasté. Des rues couvertes de boue, des centaines de voitures entassées et des tunnels et espaces souterrains qui restent submergés. Lors d'une conférence de presse mercredi après-midi, les autorités locales ont fait état de 25 morts, 7 disparus et 1 240 000 personnes affectées. Selon la chaîne CCTV, qui cite les services d'urgence locaux, le bilan s'est alourdi ce jeudi matin à 33 morts et 8 disparus. La pluie continue à tomber au nord du Henan, où plusieurs villes comme Wehui et Anyang sont désormais touchées à leur tour par des graves inondations. Mercredi matin, le président chinois Xi Jinping a constaté l'ampleur de la catastrophe. 2 barrages se sont effondrés, provoquant des graves blessures, des morts et des dégâts. La situation sur front des inondations est extrêmement grave, a-t-il déclaré. Selon la télévision nationale, mardi, les images filmées à Zhengzhou par les habitants étaient particulièrement impressionnantes. Place au rappel des titres. Ouverture du séminaire du gouvernement à l'hôtel du Fleuve. L'exécutif sera formé sur la culture de l'excellence et la gestion portée sur les résultats. État de siège au Nord Kivu, des redditions de rebelles se poursuivent. Une centaine de miliciens APCLS se sont rendus au FARDC et ont été présentés ce jeudi à Massissi. Jean-Marie Kessamba a reçu encore un diplôme d'honneur pour ses loyaux services rendus à l'espace Grand Kasaï sur le plan médiatique. C'est le président de l'ASBL Grand Kasaï, Denis Kambaï, qui les lui a décernés. Fin de cette édition, restez avec nous. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Les familles Pandambutu, la grande famille Kitela et la famille Kingombe, tous
ont la profonde douleur d'annoncer les frères, amis et à la communauté Wanzimba de la province du Maniema la mort de leur fils, père, oncle et beau-frère, le professeur Dr Pandamboutou François. Décès survenu le vendredi 16 juillet 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une courte maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Jeudi 22 juillet 2021, messe d'action des grâces à la résidence de l'illustre disparu. Vendredi 23 juillet 2021, levée du corps de la morgue des cliniques universitaires et l'inhumation est prévue au cimetière des Mbete-Kefouti. Le bain de consolation est prévu à la résidence du défunt CISE, plateau des professeurs Unikin, maison H4, dans les stricts respects des gestes barrières. Ce communiqué tient lieu de faire part. La famille Mangala vous informe de la disparition de leur père, mère et frère Jean Mangala des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se déroule. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 23 juillet 2021 à 15h, veillée mortuaire dans la salle Bikapi à la foire internationale de Kinshasa. Une prière d'action des grâces, les témoignages de l'église, des enfants, de la famille, des amis et connaissances, mots de la famille et les derniers hommages ainsi que le dépôt de gerbes de fleurs. Samedi 24 juillet 2021 à 9h, sortie du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph, recueillement, chant d'ensemble, levée du corps et départ pour l'enterrement à Nécropole entre ciel et terre. Ces communiqués tient lieu de faire part.